Alors, je vous montre, je suis allé, et vous n'êtes pas obligé de le faire, regardez juste. Je suis allé dans le moteur de recherche bing.com. D'autres moteurs de recherche sont possibles. Google, Yandex, plein d'autres moteurs de recherche sont possibles. Bing, j'y vais parce que je sais que je vais arriver à télécharger les images avec beaucoup de pixels, ce qui n'est pas nécessairement le cas sur d'autres moteurs de recherche. J'ai tapé le mot ici, éléphant, bon, qui a l'avantage d'être le même en français et en anglais, donc sinon j'aurais tapé le mot anglais, si je cherchais quelque chose, j'aurais tapé en anglais bien sûr. Je suis passé à la partie images et j'ai enclenché les filtres. Et dans les filtres ici, je suis allé dans ce qui concerne les droits d'utilisation et j'ai demandé domaine public. J'aurais pu demander Creative Commons. Vous connaissez les Creative Commons? C'est un peu comme des images du domaine public, des images qu'on a le droit d'utiliser, mais il y a des restrictions parfois. Parfois, il faut citer l'auteur de l'image sur le produit dans lequel vous utilisez l'image. Parfois, vous pouvez utiliser l'image, mais pas la modifier. Parfois, vous pouvez l'utiliser, mais pas pour des produits commerciaux. Enfin, c'est les Creative Commons. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, évidemment, toutes les images qui sont sur le web qu'on peut télécharger, vous ne pouvez pas les utiliser nécessairement. Donc ici, j'ai juste été dans Wikipédia sur Creative Commons et c'est une page qui serait intéressante à lire. Et là, vous voyez différents types d'utilisation où vous devez absolument citer l'auteur, où c'est interdit d'utiliser l'image pour des produits commerciaux, où c'est interdit de modifier l'image. Voilà. Donc, il y a des restrictions, tandis que dans le domaine public, il n'y en a pas de restrictions. Domaine public, il n'y a plus de droit d'auteur dessus, les images sont anciennes, elles sont tombées dans le domaine public, ou alors la personne qui a fait l'image dès le départ a dit « j'offre ça à l'humanité, j'offre mon image, je ne veux pas récupérer de l'argent ». Et donc, voilà. Ok, donc le domaine public. Voilà. Donc c'est des choses à connaître. Déjà que vous n'avez pas le droit d'utiliser n'importe quoi comme image trouvée sur le web. Voilà. Et puis il y a d'autres restrictions. Quand l'image vous avez le droit d'utiliser, mais que ça montre des personnages, vous n'avez pas le droit de faire des choses dégradantes avec l'image, des choses qui les montrent dans une situation dégradante. Voilà, ça paraît logique. Voilà, voilà. Et les images que vous faites vous-même, vous avez le droit de les utiliser, forcément. Vous êtes l'auteur. Sauf qu'il y a quand même des droits d'auteur sur ce que vous photographiez. Par exemple, vous connaissez la sculpture avec des boules à Bruxelles, l'atomium. Voilà. Je suis un peu ironique là. Avez-vous le droit de faire une photo de l'atomium et de l'utiliser dans vos communications, dans vos affiches, sur les sites web, dans les réseaux sociaux? Non. Non, pourquoi non? Non, parce que c'est la propriété intellectuelle d'un sculpteur, d'un architecte, etc. Oui, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. c'est géré par une ASBL et il faut absolument avoir le droit, l'autorisation de l'ASBL qui gère l'atomium pour pouvoir utiliser l'image de l'atomium et même un dessin de l'atomium. C'est pas seulement une photo, ça peut être un dessin, une représentation de l'atomium, c'est fort réglementé et donc vous risquez, si vous utilisez ça, d'avoir des problèmes. Si vous avez imprimé des flyers, vous risquez de devoir les mettre au pilon, de les détruire, par exemple. Donc c'est intéressant d'aller voir absolument et de contacter l'ASBL qui gère l'atomium si vous avez besoin d'utiliser une image de l'atomium pour votre communication. Bien sûr, le grand public qui prend les photos de l'atomium, il n'y a pas de problème, c'est utilisation familiale, même s'ils commencent à les mettre sur les réseaux sociaux pour montrer qu'ils étaient devant l'atomium, ils risquent pas trop de problèmes. C'est juste les utilisations plus commerciales, évidemment, de l'atomium qui posent problème. Donc,
Auparavant, le site de l'Atomium ici était différent. Il faudrait aller voir, vraiment trouver l'ASBL de l'Atomium et les contacter. Ok, c'est intéressant ça. On n'en avait pas parlé encore? Alors, cette chose, autre monument. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser des photos pour des communications commerciales, même des photos que vous faites vous-même? Est-ce que vous avez le droit d'utiliser des photos de la Tour Eiffel? Ah. Il y a certaines marques qui le font. Oui, il y a plein de marques qui le font. Bon, toutes les images que j'ai trouvées là sur le web en tapant Tour Eiffel, déjà, il faut que je précise que je n'ai pas enclenché les filtres. Oui, je suis dans Google. J'ai pas enclenché les outils, en fait. Voilà, outils. Ça s'appelle outils maintenant dans Google. Ici, droit d'usage. Voilà. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. En réalité, voilà ce qui se passe. La Tour Eiffel, vous avez le droit d'utiliser l'image de la Tour Eiffel pour vos communications, pas de problème. Sauf les images de la Tour Eiffel pendant la nuit. Pourquoi? Quelqu'un a une idée? Pendant la nuit. Ah oui, pendant la nuit. Les images de la Tour Eiffel nocturnes. Ils mettent de lumière. Et c'est quoi le problème avec les lumières? C'est une réalisation artistique. C'est une réalisation artistique, c'est sous copyright, c'est récent. Donc, pas de photos de la Tour Eiffel la nuit, sauf à payer et à obtenir les autorisations, bien sûr. Même chose pour des représentations. Vous refaites la Tour Eiffel en image de synthèse ou en dessin, le problème reste le même. Hein. Ok, vous n'avez pas des cours de droit d'auteur ou des choses comme ça? Non? Par après, je pense. Par après, oui. C'est vraiment intéressant. Et demander conseil aussi pour des choses quand même importantes, des travaux que vous faites importants, demander conseil à un avocat, un cabinet d'avocats spécialisé en droit d'auteur. Ça peut valoir la peine de payer un peu, mais d'éviter des problèmes par la suite. Donc voilà, ici en principe ce sont des images du domaine public. Alors il y en a une que j'ai choisie qui est sur un site PX, voilà, celui-là, mais peu importe, un site qui propose des images. Voilà, donc, quand je clique là dans Bing sur cette image-là, je vois l'image, je vais ici dans Plus et je demande d'afficher l'image avec tous ses pixels, parce que ça c'est juste une prévisualisation. Afficher l'image avec tous ses pixels. Parfois ça m'amène sur le site web en question sur lequel il faut que je mette mon adresse mail. C'est pour ça qu'ils proposent des images gratuitement, des images du domaine public, qui les rassemblent pour vous, ces sites-là. C'est parce qu'ils récupèrent vos adresses mail et ça se monnaie. Et puis il y a des publicités sur lesquelles vous cliquez, ça rapporte de l'argent. Donc ce n'est pas pour le bien de l'humanité que des sites comme ça pullulent avec des images du domaine public que vous avez le droit d'utiliser même à des fins commerciales. Voilà, ils récupèrent de l'argent derrière ça. Donc dans ce cas-ci, j'ai réussi à afficher l'image entièrement avec tous ces pixels-là. Et dans le navigateur, si je clique, oui, mais ça zoome pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment plus de pixels que ça finalement. C'est pas grave. Donc, quoi qu'il en soit, par la suite, je suis allé récupérer l'adresse, donc l'adresse ici. L'adresse ici, je l'ai copié-collé dans un raccourcisseur d'URL, vous connaissez, Bitly. Il y en a d'autres qui existent. Hein. Et alors finalement, je vous ai fait une URL que vous allez pouvoir taper ici dans un navigateur web, dans la barre d'URL d'un navigateur web. Vous tapez ça et vous arriverez sur cette image et vous la téléchargez et on va travailler sur cette image. Voilà. Voilà, donc si vous tapez ceci dans la barre d'URL du navigateur, pas dans la recherche Google bien sûr, dans la barre d'URL, ça enclenche la véritable URL, ça vous redirige et vous arrivez sur l'image ici de ce superbe éléphant avec des zèbres à l'arrière-plan. Tiens, au fait, vous savez pourquoi tous les zèbres sont pareils? Vous avez déjà remarqué ça? Petite anecdote.
pour mettre l'ambiance. Vous savez, vous avez déjà vu des chevaux dans la nature, des groupes de chevaux, ils sont différents. Il y a des bruns, il y a des blancs, il y a des noirs. Par contre, les zèbres, ils sont toujours tous pareils. Vous savez pas pourquoi? Ben, regardez, ils sont tous pareils. Hein. Oui, là, vous avez Albert, je le reconnais, mais... Il a sa mère Marie-Henriette, mais c'est parce que je les connais personnellement que je vois vraiment. Mais globalement, là, ils ont l'air tous pareils. Vous savez pas pourquoi? Ben, c'est une stratégie, en fait. C'est quand les prédateurs courent après les zèbres, ils n'arrivent pas à se focaliser sur un individu, parce qu'ils se ressemblent tous, les zèbres. Et donc, les prédateurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur lequel attaquer. Et les zèbres, comme ça, échappent plus facilement aux prédateurs. C'est connu, c'est scientifique. Voilà. Vous voulez encore une autre anecdote, tant qu'on y est? Ah. Pourquoi est-ce que les êtres humains et pas mal d'animaux sont attirés par ce qui est brillant, par voilà, les diamants, tout ce qui brille? Vous êtes peut-être vous-même attiré par ça, vous trouvez ça chouette, non? Qu'est-ce qui attire? Pourquoi est-ce que les êtres humains sont attirés par ce qui est brillant? Et aussi des animaux. Les pies notamment, oui. Bon, ben ça, c'est vraiment un instinct de survie, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par ce qui est brillant? C'est l'instinct de survie, c'est inscrit dans notre cerveau bien profond. Pourquoi? Ben, vous avez justement un exemple dans la photo ici. Parce que, dans la nature, pour survivre, on a absolument besoin d'eau. Et l'eau, dans un désert, les surfaces d'eau, avec le soleil, ça brille. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc ça aussi, c'est prouvé scientifiquement. On est attiré par ce qui brille parce que c'est la vie, c'est l'eau, c'est ce dont on a besoin, absolument. J'ai d'autres anecdotes comme ça, je vous les sortirai. Quoi qu'il en soit, je vais enregistrer ici l'image. Clic droit, enregistrer l'image sous. Voilà. Alors, je peux en profiter pour éventuellement renommer, mais c'est pas très important. Raccourcir le nom. Si vous avez déjà l'image dans le dossier, pour renommer sur le Mac, il suffit de cliquer sur le nom, de bouger la souris, et là, on peut revenir et modifier ce qu'on veut, sélectionner, touche suppression. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé Bing plutôt que Google pour chercher l'image? Parce que Google a eu un problème, un procès avec une banque d'images, donc des gens qui vendent des images sur le web. Une banque d'images qui s'appelle Getty Images. Voilà, Getty Images, ils vendent des images. Et on arrivait par Google à faire apparaître leurs images et les télécharger. Et ça a posé un problème à Getty Images, pour qui c'est le fonds de commerce, ils vendent des images, c'est tout à fait bien. Vous pouvez aussi faire appel à des banques d'images si vous avez du budget pour vos travaux, bien sûr. Il n'y a pas que vos photos, il n'y a pas que les photos gratuites sur le web, et entre les deux, il y a les banques d'images sur le web, et on paye en fonction d'utilisation, la dimension de l'image, la couverture géographique, enfin les prix sont généralement en fonction de l'utilisation. Donc il n'y a pas un prix fixe en général dans les banques d'images. Voilà. Donc pour la petite histoire, c'est ça. Pourquoi est-ce que j'utilise plus Google pour chercher des images? C'est parce qu'il manque ce petit bouton qu'on a utilisé dans le menu de Bing. Ici, le petit bouton qui permet d'afficher l'image, il n'est plus là dans Google. Et pour afficher les images en haute définition, oui, parce que du coup, à cause de ce procès, ce bouton-là est parti à la trappe, et donc même pour faire apparaître des images du domaine public en haute définition, c'est plus compliqué dans Google maintenant. Mais ça marche parfois, mais pas toujours. Bon, ici, j'ai juste tapé ceci dans Google, et pour appuyer ce que je dis, je trouve quelques articles qui parlent de ça. Voilà. À vous de voir si ça vous intéresse d'aller voir ça. C'est juste un peu juridique et ça peut être relativement intéressant.
Voilà, vous avez l'image qui a été téléchargée au format JPEG. On va très vite l'enregistrer sous un autre format parce que le JPEG, si on enregistre plusieurs fois en format JPEG, à chaque fois ça compresse et ça détruit l'image un peu plus puisque c'est de la compression, de la diminution de la taille de fichier, mais de manière destructive. Donc c'est un fichier qui est minuscule ici, bien sûr, 292 kilooctets, mais c'est au prix d'une perte de détail. En fait, il y a une perte de détail dans les images. Et donc, oui, on n'a pas le choix parce que c'était soit ça, soit que j'organisais une excursion dans un zoo ou en Afrique pour qu'on puisse ensemble photographier des éléphants. Vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas de honte à ne pas utiliser ses propres photos, en fait. Hein. Ça aurait été chouette, oui. Jusqu'à ce que le lion arrive. Bon, alors, on va lancer Photoshop et on va ouvrir ça dans Photoshop. Donc ici, j'ai plusieurs Photoshop. Je vais utiliser la version 2020. Pourquoi est-ce que je garde plusieurs Photoshop? Pourquoi je ne garde pas que la dernière version? C'est parce que j'ai certaines extensions que j'ai payées qui ne fonctionnent pas avec les nouvelles versions de Photoshop. Donc oui, parce que les logiciels Adobe, on peut les améliorer en ajoutant ce qu'on appelle des extensions, des plugins. Et on n'a pas toujours envie de payer la mise à jour du plugin parce qu'il y a une nouvelle version de Photoshop. Donc c'est pour ça qu'on peut garder les anciennes versions. C'est prévu chez Adobe de pouvoir garder les anciennes versions. Dans une certaine mesure, je ne peux pas remonter très loin dans le temps. C'est les 2-3 dernières versions en fait qu'on peut garder. Alors voilà, on est dans Photoshop. Je vais dans le menu Photoshop masquer les autres. Comme ça, l'arrière-plan n'est plus visible. Voyons un peu, est-ce que quand vous lancez votre Photoshop, vous avez un Photoshop qui... D'abord, vous avez le panneau d'accueil, c'est ça, hein? Bon, cliquez sur Créer dans le panneau d'accueil. Oui, cliquez sur Créer et quand vous êtes dans cette boîte-ci, Nouveau document, cliquez à nouveau sur Créer. Voilà. Et on prend quoi comme format? Prenez n'importe quoi comme format, c'est juste pour faire disparaître le panneau d'accueil. Oui, vous cliquez sur Créer document, puis sur Créer en bas à droite et vous avez une nouvelle image qui arrive. Voilà. Est-ce que vous avez la possibilité comme ceci de bouger toute la fenêtre de Photoshop sur l'écran quand vous la prenez? Bon, ça c'est typique sur Mac. Sur PC, vous n'aurez pas ça. Sur Mac, on a le logiciel qui apparaît dans une fenêtre flottante. Et donc, c'est utile pour pouvoir faire passer tout le logiciel vers un autre écran. Mais ici, on n'a qu'un seul écran. Donc, on va faire en sorte que cette fonctionnalité soit désactivée. Donc, ceux qui ont ce Photoshop-là, avec d'ailleurs la barre de titre ici, Adobe Photoshop, bien visible. Ceux qui ont le Photoshop en version flottante, vous allez dans le menu Fenêtre et vous descendez jusque Cadre de l'application et vous allez décocher ça. Bon, bien sûr, sur PC, vous n'aurez pas ça, c'est d'office, c'est un autre système de gestion des applications. On peut les rendre flottantes aussi, les faire passer sur un autre écran, mais c'est différent. C'est sur Mac que vous aurez cette fonction cadre de l'application, donc si vous êtes sur PC, ne la cherchez pas. Bien, je vais ici, pour les besoins de la formation, aller dans les préférences de Photoshop. Donc sur un Mac, menu Photoshop préférences, sur un PC, menu édition préférences. Et je vais aller dans ce qui concerne l'interface. Voilà, interface. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, c'est moi qui vais aller ici mettre Photoshop avec une interface claire. Comme ça, la projection sera plus simple à lire. Voilà. Mais vous pouvez garder votre Photoshop là sur votre écran en version foncée, il n'y a pas de problème. Ça ne va rien changer pour la suite. Alors, on va ouvrir, fichier ouvrir, on va aller ouvrir l'image de l'éléphant. Donc, vous naviguez jusqu'au dossier d'aujourd'hui et vous ouvrez l'image de l'éléphant. Voilà. Est-ce qu'il y a un message qui apparaît à propos des couleurs? Non? S'il y avait un message qui apparaissait à propos des couleurs, vous pouvez demander convertir. Parfois ça apparaît, ça dépend comment Photoshop est réglé. Alors, touche F sur le clavier. Voilà, c'est passé en plein écran. Ceux qui sont sur PC ont enfoncé la touche F et n'ont pas vu grande différence. Sauf que maintenant, on est en plein écran. Et si on enfonce la barre d'espacement et qu'on la garde enfoncée et qu'on clique et qu'on bouge, mais on voit qu'on peut placer l'image où on veut en fait.
Si on lâche la barre d'espacement et que maintenant on enfonce la touche Alt et qu'on joue avec la roulette, on peut zoomer en avant, en arrière. Voilà, donc vous savez naviguer dans Photoshop, barre d'espacement. Alt, c'est comment? C'est la touche Alt. Il y a une touche, il est inscrit Alt sur le clavier. Ah ouais, je vois. Alt, la roulette de la souris, on peut zoomer en avant, en arrière, voilà. Parfait. Alors, on va essayer d'enregistrer déjà, on va enregistrer cette image pour garder cette version intacte, la version JPEG. C'est notre version de départ si on doit revenir dessus un jour. Alors, on va faire fichier enregistrer sous. Vous avez peut-être une petite boîte comme ceci sur le Mac. Il va falloir cliquer sur cette icône ici pour avoir la boîte plus grande. Voilà. Vous voyez la différence, hein? Et vous naviguez jusqu'à votre dossier. Et là, dans la boîte d'enregistrement, on va demander format d'enregistrement. À la place de JPEG, on va aller choisir Photoshop. Donc l'extension, au lieu de .jpg, devient .psd. Le nom n'a pas besoin de changer. L'extension n'est pas la même, donc ça va pouvoir se mettre à côté sans problème. Format Photoshop. Voilà, du coup, on va pouvoir faire plein de choses. Tout ce que Photoshop est capable de le faire, on va pouvoir le faire sur cette image et l'enregistrer dans ce document Photoshop. Les calques notamment, les niveaux de construction. Donc, voilà, voilà. Donc, grâce à cet éléphant et à une autre image d'un décor, parce qu'on va emmener cet éléphant dans un autre décor, d'abord, on va le mettre dans un décor blanc, pur, blanc. Et pour qu'il ait l'air vraiment dans le décor, on va créer des fausses ombres sous l'éléphant. Ça, c'est une première chose. Ensuite, l'éléphant et ses fausses ombres, on va l'amener vers un autre décor pour donner l'impression qu'il est vraiment dans l'autre décor. Donc, il y a plein de pièges qu'on va éviter. Et puis, il y aura de la correction couleur aussi pour intégrer l'un à l'autre. Le positionnement de l'éléphant aussi dans le décor pour qu'il n'ait pas l'air minuscule ou trop grand. On va tenir compte de la ligne d'horizon. Voilà, donc c'est un peu le programme là maintenant. Vraiment le b.a.-ba de Photoshop rapidement, mais donc je ne vais pas évidemment passer en revue tous les outils de Photoshop parce qu'on n'a que 2h30 à peu près et il n'est pas question de commencer à faire du détail et à vous expliquer plein de choses qui vous serviront peut-être pas. Donc je vais directement vers les choses qui seront les plus utiles. Là, pour la création de bannières, de posters, de flyers, c'est les photomontages, les trucages photos en fait. Oui, on fera de la marionnette aussi, c'est-à-dire que cet éléphant qui actuellement est sur ses 4 pattes, on peut le faire sur ses 2 pattes arrière, sur ses 2 pattes avant. On peut bouger l'éléphant, repositionner dans une certaine mesure. Voilà. On n'aura pas le temps de voir comment on peut l'animer et faire des gifs animés, mais pour ça, il existe plein de tutos disponibles. Vous allez être lancé dans Photoshop. Ceux qui n'ont jamais touché à Photoshop vont être lancés dans Photoshop et mieux comprendre un peu la philosophie, les notions de pixels, définition, résolution, à quel point c'est important ou pas. Voilà, les notions de RVB, CMJN aussi. C'est une image RVB ici. Si on va dans Image Mode, on voit que c'est une image RVB. Ça, c'est pas étonnant parce que ça vient du web. Toutes les images qui sont sur le web sont des images en rouge, vert, bleu, sauf exception, mais très rare. Vous allez parfois télécharger des images qui seront pour l'imprimeur en version CMJN. Si en magenta jaune noir, ce sont les encres de l'imprimeur, mais la plupart du temps, les images du web sont RVB. Donc ça, j'en toucherai un mot. C'est important, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le RVB, contrairement à ce que certains pourraient vous dire. Bon, jusque-là, tout va bien, pas de problème. Alors, on va peut-être recadrer l'image pour nous débarrasser déjà de détails qui ne nous intéressent pas. Donc, vous allez activer l'outil de recadrage. Donc, activer l'outil de recadrage. C'est un massico, vous voyez, vous connaissez. Bon. C'est ce qui sert à couper les feuilles dans la vraie vie, un massico. Il y a beaucoup d'outils comme ça dans Photoshop qui ont l'air bizarres, mais en réalité, c'est des choses qui viennent de la vraie vie. Voilà, est-ce que vous voyez un cadre qui apparaît là? Alors, quelque chose que vous allez faire, ici dans les options, vous voyez les options au-dessus? Vous allez décocher, supprimer les pixels rognés. Comme ça, les pixels qui n'apparaîtront plus parce qu'on va recadrer,
ils seront quand même encore là. Et ça, c'est intéressant. Donc, une fois que vous allez prendre la poignée et resserrer sur l'éléphant, n'allez pas contre l'éléphant. Il faut que la totalité de l'éléphant, y compris la défense, là, soit quand même pas contre le bord. Voilà. Donc il y a des pixels qui n'apparaîtront plus. Tous ceux qui sont là, un peu affadis déjà, n'apparaîtront plus une fois qu'on aura recadré. Alors pendant le recadrage, vous voyez ces lignes. Est-ce que vous savez ce que c'est, ces lignes qui divisent le recadrage en 9 zones? Donc, ce sont les lignes où normalement, dans une composition, quand vous faites une composition, vous devez mettre l'élément principal à un des croisements de ces lignes-là. Évidemment, ici, ça n'a aucun sens, parce qu'on est en train de recadrer un éléphant. Mais quand vous faites une composition ou un poster, vous devez utiliser cette règle des tiers, c'est-à-dire que l'élément principal ne doit pas être au centre nécessairement, quoique les règles sont faites pour être contournées, si on peut les justifier. Mais on dit que généralement, l'élément principal dans une composition doit être au croisement d'une de ces lignes, en fait. Donc, ça explique pourquoi les lignes sont là. Mais elles ne nous servent pas dans le cas précis, puisqu'on n'est pas en train de recadrer un paysage avec un sujet. C'est juste un sujet qu'on recadre, pour l'instant. Alors, vous allez valider avec le petit V là au-dessus. Voilà. Donc déjà, ça fait moins de pixels. Alors, est-ce que les pixels qui sont plus visibles là sont réellement toujours là? Pour le voir, vous allez pouvoir tester ceci. Vous allez pouvoir activer l'outil de déplacement. Et essayer de cliquer, bouger. Voilà. Et vous voyez qu'en effet, les pixels qui sont plus visibles, parce qu'on a recadré, eh bien, ils sont toujours là en réalité. On est d'accord? Bon, parfait. Faites en sorte que votre éléphant soit bien placé. Au centre, comme ça, c'est ce qu'il nous faut.